On le voyait venir depuis un certain temps, c'est fait. Assalé Tiemoko, député maire de Tia-Salé, a fait acte de candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il porte depuis longtemps des combats contre la mauvaise gouvernance et la corruption et pour l'intégrité. Quel message singulier veut-il délivrer aux Ivoiriens dans ce débat présidentiel? Avec quel projet compte-t-il emporter leur adhésion? En a-t-il les moyens? Assalé Tiemoko a choisi cette info pour donner toutes ces explications. Vous êtes dans Droit dans les yeux. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette info, quelques jours après avoir officialisé votre candidature à l'élection présidentielle. Alors, issu de la société civile, journaliste, député maire indépendant de Tia-Salé, quel est le sens que vous donnez à cette candidature que vous allez porter devant les électeurs ivoiriens? C'est très simple. Je vous remercie de me recevoir. S'il y avait un sens à donner à cette candidature, il serait celui de la volonté d'une nouvelle génération d'acteurs politiques de descendre sur le terrain et de parler directement aux Ivoiriens, de leur dire qu'une façon de faire la politique est possible. Nous avons parcouru pratiquement 35 années de crise, de palabres et d'élections chaotiques. Le temps est venu de tourner une page et il faut de nouveaux visages. Il faut rafraîchir la vie politique en Côte d'Ivoire et des modèles comme nous autres sont les bienvenus pour parler aux Ivoiriens cette fois-ci maintenant. Construire une société de confiance, c'est le slogan de votre parti, peut-être est-ce celui de votre campagne. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie que nous voulons complètement réinventer un modèle en Côte d'Ivoire. La question que nous posons, c'est quel est le modèle de société que nous sommes en train de bâtir et laisser en héritage à nos enfants? Quelle est sa colonne vertébrale morale? Quels sont les éléments qui concourent à construire des institutions qui sont fortes et qui peuvent rassurer tout le monde? Nous pensons que cela n'a pas été encore fait et que le temps est venu maintenant de prendre la décision de bâtir cette nouvelle société. Vous pensez que c'est un échec des générations précédentes? Ah oui, parfaitement. On a fait la politique, on a passé près d'une quarantaine d'années à se bagarrer, mais à ne rien construire réellement. Quel est le fondement de cette société dans laquelle nous vivons? La corruption est partout, elle génère la médiocrité, le système d'évaluation des compétences est totalement effondré, le pays est divisé, fractionné, le peuple lui-même ne forme plus un bloc uni, il n'y a pas de nation. Il n'y a aucun projet. Nous voulons rebâtir tout ça. Votre candidature n'est pas exactement une surprise. Néanmoins, vous êtes jeune, à peine 50 ans. Et on ne peut manquer de se poser la question. Est-ce que c'est une candidature pour porter dans le débat public des thèmes qui vous sont chers? Est-ce que c'est une candidature de témoignage pour prendre date pour 2030? Est-ce que c'est une candidature dans laquelle vous pensez que vous avez vraiment vos chances de l'emporter en octobre 2025? C'est tout en même temps. Un témoignage pour porter, une candidature pour porter un nouveau discours dans le débat politique, une candidature pour prendre date avec la construction de la société qui arrive, parce que comme je le dis, nous sommes à la fin d'un cycle politique. 2025 marque le début de la fin de ce cycle politique chaotique dans lequel nous avons vécu depuis une trentaine d'années. Et donc, il faut se projeter. Et donc, cette candidature arrive, non seulement pour faire le débat pour 2025, mais pour se projeter pour les années qui viennent. Au-delà, c'est une candidature qui permet aujourd'hui à des Ivoiriens qui n'avaient pas de voix, qui n'étaient pas entendus, qui sont en quelque sorte en dessous du débat politique, d'avoir une personne qui porte leur voix et qui leur donne espoir. Avez-vous les moyens logistiques et financiers de cette candidature? Nous pensons que le plus difficile, c'est d'avoir les moyens intellectuels. C'est d'avoir les personnes pour construire un projet. Et pour diffuser le contenu de ce projet-là aux Ivoiriens qui attendent que les gens aient un discours plus programmatique qu'un discours de guerre, entre guillemets, que nous avons connu depuis une trentaine d'années. Et donc, les moyens humains, nous les avons. ADCI est une constellation de cadres qui purement travaillent dans l'ombre. Les moyens financiers, évidemment, ça peut être un blocage, mais nous pensons que les moyens les plus importants à obtenir, c'est la caution, les 50 millions pour payer le cautionnement. Et puis pour le reste, pour la campagne sur le terrain,
On a aujourd'hui des mécanismes pour faire une campagne sans dépenser des milliards. Et nous pensons que ces mécanismes-là, nous allons les utiliser à plein pour pouvoir parler aux Ivoiriens. Il faut que le message arrive à destination. C'est le plus important. Mais comment vous vous situez, j'allais dire idéologiquement, tout simplement? Est-ce que vous vous sentez plus proche des préoccupations sociales? Est-ce que vous vous sentez plus proche d'une économie libérale qui fait que une fois que l'économie va bien, ça ruisselle dans la population? C'est quoi votre positionnement idéologique en fait? Écoutez, nous ne voulons pas nous laisser encarter dans un bloc. C'est vrai que les idéologies les plus connues sont celles de la droite et de la gauche, avec des questions sociales ou des questions de libéralisme. C'est vrai, ce sont des choses auxquelles nous sommes sensibles. Mais le mouvement que nous avons créé est un mouvement plutôt progressiste, qui est pour le progrès social, le progrès économique, la justice sociale, et ainsi de suite. Donc, d'un point de vue du positionnement, c'est vrai qu'il y a des valeurs de la gauche qui nous parlent très fortement. Qui nous parlent très fortement. Et puis aussi, il y a des valeurs de la droite qui nous parlent aussi fortement. Le libéralisme économique, la volonté de mettre tout le monde en concurrence pour pouvoir gérer la question économique, de retirer l'État de la question économique, mais de réguler. Donc vous seriez dans une sorte de social-démocratie, voilà, on essaie ou de libéral-social. On essaie de faire en sorte que le résultat final soit l'amélioration des conditions de vie des populations. Quels que soient les blocs dont les valeurs sont utilisées, il faut que, in fine, cela ait un impact réel sur la vie des gens et qu'ils se sentent protégés plus dans leur société. Et puis il y a la question des parrainages qui en ce moment domine un peu le débat. Je rappelle que pour pouvoir être candidat, il faut le parrainage de citoyens. Donc c'est 1% du corps électoral dans la moitié des départements. Et puis les 2 districts de Yamoussoukro. Oui, donc ça paraît simple à énoncer comme ça, mais ça n'a pas l'air si simple à mettre en œuvre sur le terrain. Non, ça n'a pas l'air si simple du tout. C'est 1% du collège électoral de 16 régions, plus 1% du collège électoral de l'un des 2 districts, soit Abidjan, soit Yamoussoukro. Mais est-ce que vous avez les ressources humaines sur tout le territoire pour pouvoir vous... D'un point de vue des ressources humaines, il n'y a aucun problème. ADCI est représenté dans 30 régions sur 31. Voilà, nous avons un bureau dans 30 régions sur 31. On a des militants dans 30 régions sur 31. Mais ce n'est pas ça le problème. Et vous avez combien d'adhérents? Aujourd'hui, nous avons 12 000 adhérents à travers le pays, après pratiquement 8 mois. Donc vous vous dites que pour faire une campagne de terrain, c'est suffisant? Ah oui, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Et pour être représenté dans tous les bureaux de vote? Ah oui, c'est un autre défi à relever. C'est 25 400 bureaux de vote. Sur le Combien? 25 400 bureaux de vote. Donc là, vous avez même pas le nombre d'adhérents pour pouvoir... Non, c'est pas les adhérents qui vont dans les bureaux de vote. Il faut avoir une équipe sur le terrain pour pouvoir avoir des jeunes déterminés pour se faire désigner pour être dans le bureau de vote. Mais je voulais revenir un peu sur le parrainage. Bien sûr. En réalité, c'est un formidable, entre guillemets, mécanisme d'exclusion. C'est les grands partis politiques qui en ont voulu pour pouvoir faire une élection quelque sorte à huis clos, pour exclure les petits partis, ainsi appelés, ou les candidats indépendants. Pourquoi vous dites ça? Parce que jamais ils n'ont porté une revendication sur le parrainage. Est-ce que vous avez une fois entendu dire que le parrainage était antidémocratique vous n'êtes dans pas sa d'accord conception? Qu'il faut trouver un système pour éviter les candidatures un peu fantaisistes, oui, mais n'importe quoi. Cela se fait dans un contexte où il y a une confiance qui est retrouvée, dans un contexte où l'élection ne gênait pas autant de passion, dans un contexte où la réconciliation n'a pas été faite. Donc c'est ça qui pose un problème. Aujourd'hui, le peuple du Côte d'Ivoire est fractionné. Il y a des zones entières du pays où les acteurs politiques n'ont pas accès, ou bien où des acteurs politiques locaux empêchent d'autres acteurs de venir faire des réunions. Et donc, tout ça crée une atmosphère d'anxiété qui fait que les populations ont très peur de donner leur nom parce qu'il faut donner sa carte d'identité. On ne sait pas entre les mains de qui votre nom et vos éléments de filiation vont tomber. Et donc tout ça crée une atmosphère qui ne donne pas confiance aux gens et qui ne pousse pas à donner leur parrainage. Et ça peut éliminer les gens. Mais pourquoi vous dites que c'est une machine à exclure? Mais c'est une machine à exclure. Parce que même hier, à la formation, les techniciens de la CEI ont eu du mal à expliquer aux gens comment les choses vont se passer. Parce que à la fin, mais la logistique qu'il y a autour, vous n'avez même pas idée. C'est des centaines de cartons de documents que vous devez réunir, lieu même à la limite des camions pour transporter des cartons pour envoyer à la CEI. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Monsieur Vincent Toby, qui est également candidat indépendant à l'élection présidentielle, qui estime que c'est trop restrictif et qui réclame carrément la suppression du parrainage? Ah oui, nous sommes totalement sur la même longueur d'onde. Nous ne sommes pas, en réalité, contre le principe
Mais si vous n'êtes pas contre le principe, quel système voudriez-vous voir mettre en œuvre? Non, pour le moment, il faut que ce système-là soit suspendu. Parce que d'abord, ça a été fait sans débat. Ça a été la volonté des acteurs politiques. Ça a été fait par ordonnance présidentielle. Ce n'est pas une loi. C'est pas arrivé au Parlement pour qu'il y ait un débat pour que les représentants du peuple de Côte d'Ivoire donnent leur avis là-dessus. Personne n'a été associé à ce dispositif-là. Il a été fait dans un contexte en 2020 où il y avait une crise politique majeure, personne n'a suivi cela. Maintenant qu'on veut aller à une élection inclusive, d'autres candidats sortent et maintenant comprennent la complexité de la chose. C'est pour ça que nous disons que ce parrainage-là, il faut le suspendre pour laisser les Ivoiriens avoir le maximum de choix par rapport aux candidats qui se présentent. Mais est-ce que s'il n'est pas fait, à 4 ou 5 mois de l'élection, on peut suspendre un système? Cela ne pose aucun problème. Le parrainage, on peut le suspendre à tout moment. Je vous rappelle qu'au Sénégal, ça posait un problème. Ça a été suspendu. En 2021, la Cour de justice de la CEDEAO a annulé ce parrainage comme étant antidémocratique et étant une machine d'exclusion. C'est la même. C'était combien de temps avant le scrutin? C'était 3 ans avant le scrutin. Là, on est à 4 mois. Ça ne pose aucun problème. Je vous rappelle que des Ivoiriens ont déjà saisi cette Cour de justice là, qui a programmé une décision dans les semaines qui viennent. Et donc vous voulez dire que la Cour de justice de la CEDEAO va se prononcer en juillet? En juillet dessus, sur cette question du parrainage en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Si elle se prononce négativement, est-ce que sa décision est applicable, obligatoire? Mais les autorités ivoiriennes sont censées l'appliquer. La Côte d'Ivoire est un leader de l'espace CEDEAO. Et si elle dit que ce parrainage ne pose pas de problème, cela confirmerait le fait que c'est un mécanisme politique pour exclure les gens. Pourquoi? Si la CEDEAO, si la Cour de justice... Non, je parle si la Cour de justice, la Cour de justice valide, qu'est-ce que vous faites? Non, si elle valide, on va y aller. On va s'aligner. Mais si elle annule et que nos autorités ne veulent pas l'appliquer, en ce moment-là, on en tirerait les conséquences. Est-ce que vous êtes à même de réunir les 50 millions, qui sont aussi un autre, j'allais dire, étape? Les 50 millions ne sont pas une préoccupation pour nous. Les 50 millions pour déposer une candidature, non. Il faut une caution. Les 50 millions de caution ne sont pas... C'est vrai que c'est quand même assez élevé parce que c'est en 2020 que cette décision aussi a été prise, sans débat. Hein. Voilà, ça a été fait par ordonnance. On a décidé de multiplier par 3 pratiquement le cautionnement en Côte d'Ivoire. Là-dessus, nous n'avons pas beaucoup de difficultés. Nous pensons que nous pouvons réunir ces 50 millions. Ce contre quoi nous nous opposons, c'est le parrainage. Parce que à la fin, même si vous êtes écarté par le Conseil constitutionnel, vous n'avez aucun moyen de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est à ce niveau-là que nous pensons qu'il y a des difficultés. Sinon, nous, on n'a aucune difficulté. On a regardé la cartographie du collège électoral de chaque région. On a vu que c'est pas grand-chose, en fait. Quand on prenait ma région de Tiasalé, la Niamey-Tiassa, c'est autour de 2000 parrains que je dois avoir. Dans ma propre sous-préfecture à Morocco, je peux réunir ces 2000 parrains. Oui, le problème, c'est de les avoir, dans les autres régions. Où des acteurs politiques jouent un rôle majeur là-bas et peuvent contraindre des gens à ne pas vous donner le parrainage. C'est ça le principe. C'est ça le principe du parrainage pour éviter, pour donner une certaine assise déjà populaire à une candidature. Mais justement, à ce moment, il faudrait que cela ait dû être encadré par des textes de loi qui sont très clairs, qui condamnent toute manœuvre qui empêcherait les autres candidats d'aller prendre des parrainages dans d'autres régions. C'est ça la difficulté en réalité. Alors, quand vous voyez la mobilisation réussie du RHDP le week-end dernier, à l'occasion de son congrès ordinaire, deuxième congrès ordinaire, ça a été quand même une démonstration de force. Est-ce que vous vous dites quand même que vous avez vos chances? Écoutez, moi je n'apprécie pas cette mobilisation comme un exploit. Un parti politique qui est au pouvoir, qui a les moyens de l'État, entre guillemets, tu as l'administration à sa disposition, tu as les forces de l'ordre à sa disposition, tu as les préfets, le corps préfectoral à sa disposition. Mobiliser 100 000 personnes, c'est pas un exploit. Dans tout ce contexte-là, est-ce que vous estimez que vous avez vos chances? Oui, mais il y a ces 100 000 personnes qui sont mobilisées, entre guillemets, à BNP. Alors, rien ne prouve même que si les 100 000 personnes, tous soient des électeurs. Il y a 8 700 000 personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Et donc, chacun a ses chances. Je le pose différemment. Sur quoi vous pensez que reposent vos chances? Mais mes chances reposent sur le fait qu'il y a une vraie demande de changement dans le pays. Parcourez la Côte d'Ivoire, vous allez sentir qu'il y a une vraie lassitude, que les gens sont fatigués de toute cette façon de faire la politique là, de ce discours anxiogène qui est prononcé, de cette médiocrité du discours politique. Les gens sont fatigués de cela. Je voudrais vous faire remarquer que depuis 2010, il y a environ 5 millions d'Ivoiriens qui sont plus retenus aux urnes. Prenez les résultats des dernières municipales et régionales, où il y avait un véritable enjeu, puisque tous les grands partis politiques étaient dans la course.
Ça n'a même pas Au mobilisé. régional et au municipal, il y a eu une trentaine de pourcents de À peine 30%. de participation. À peine 30%. Vous voyez, le RADP qui a raflé pratiquement 90% des sièges, et qui s'en enorgueillit d'ailleurs, mais ils n'ont eu que 1 700 000 voix. C'est pratiquement 8 millions. Ça veut dire qu'il y a de la marge. Ça veut dire qu'il y a des Ivoiriens qui demandent un autre discours. C'est-à-dire que pour vous, la réserve de voix sur laquelle vous éventuellement comptez, ce sont ces abstentionnistes. Ce sont ces gens qui n'ont plus confiance dans le système, qui n'ont plus confiance dans cette classe politique qui a tout des rôles à gouverner et qui a montré de quoi elle est capable. Et donc cette catégorie d'Ivoiriens qui veulent de nouveaux visages, qui veulent un nouveau discours, qui veulent un nouvel engagement, qui veulent du patriotisme, qui veulent qu'on se trouve le problème là, est majoritaire par rapport à ceux qui vont voter. Alors, au passage, en parlant du congrès du RHDP, comment est-ce que vous avez comprise la réponse de Monsieur Ouattara à ses militants concernant sa propre candidature? Je vous ai entendu, je vous ai compris, j'ai besoin d'encore quelques jours pour réfléchir. Est-ce que vous y voyez une posture tactique, un faux suspense? Comment vous interprétez cela? Non, moi je pense que le RADP en tant que parti a le droit de demander à son leader d'être candidat. Les militants ont le droit de se faire au niveau de leur parti. Mais après, c'est le chef de l'État. Et il est le président de tous les Ivoiriens. Et donc, c'est à ce niveau-là que moi je me prononce. Et ce chef de l'État-là a déjà répondu à cette question de candidature à plusieurs reprises. Il a dit qu'il ne sera pas candidat. Et que cela même relevait de l'impossible en 2025. Il a dit ça quand? Il a dit à peine il y a 3 ans, dans une interview avec nos confrères de médias internationaux. La vidéo est disponible sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Il a dit, pour 2025, c'est impossible que je sois candidat. Il a même ajouté, je souhaite qu'en 2025, les Ivoiriens désignent un président plus jeune que moi et mes prédécesseurs à la tête du pays. Cette crise est là. Donc ça veut dire que s'il se présente, il céderait à cette douce pression de ses militants? Voilà, il céderait aux douces pressions de ses militants. Sinon, en tant que chef de l'État, il a déjà pris position sur la question de ce Au mandat. final, vous pensez que qu'est-ce qui va sortir? Une fumée blanche, une fumée comment? On ne peut que spéculer là-dessus. On n'a pas d'éléments pour apprécier. Dans quelques semaines, quelques jours, il va parler et on verra la position bien qu'il va prendre. Comment est-ce que vous vous positionnez dans le débat sur les candidatures aujourd'hui juridiquement impossibles de messieurs Thiam, Gbagbo, Blé Goudé, Soro? Est-ce que vous réclamez une amnistie? Est-ce que vous réclamez une nouvelle révision de la liste électorale? Est-ce que vous demandez à la majorité d'être, d'ouvrir un peu le jeu politique? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous sommes dans un cycle perpétuel de recommencement, que comme si nous étions victimes d'une malédiction qui se répète tous les 5 ou tous les 10 ans, nous sommes dans le même schéma. À la différence que maintenant, ceux qui agissent ont une capacité d'anticipation pour faire en sorte qu'on ne puisse pas leur faire le procès de l'exclusion par des voies judiciaires, puisqu'ils ont anticipé ce qui se passe maintenant. En 2000, il n'y avait pas eu d'anticipation, on l'a fait dans le feu de l'action. On a exclu des gens dans le feu de l'action. Là, on a exclu les gens quelques années avant les élections. Et par conséquent, on dit maintenant, c'est la justice qui a décidé, donc alignez-vous. C'est une répétition de ce qui s'est passé en 2000. Et donc aujourd'hui, on appelle tout le monde à comprendre que ce qui a permis Ce que vous dites, c'est que la justice est instrumentalisée là. Mais en tant qu'acteurs politiques, nous sommes conscients de ce que les choses ne fonctionnent pas normalement. Et que les acteurs politiques, depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, ont toujours utilisé la loi pour faire de la politique. C'est de ça qu'il s'agit. On a de très bons magistrats en Côte d'Ivoire, on a un appareil judiciaire qui peut fonctionner autrement que ce qu'on voit aujourd'hui. Et les acteurs politiques font tout pour que la justice vienne jouer un rôle dans le jeu politique, après pour créer les tensions. C'est ce que nous dénonçons. Donc, est-ce que vous préconisez qu'on trouve les voies et moyens juridiques ou judiciaires de réintroduire ces personnalités dans le jeu présidentiel? D'un point de vue judiciaire, il n'y a plus rien à faire. Les décisions ont été prises, sont passées en force des choses jugées. Maintenant, il peut y avoir que la voie politique. Et la voie politique, elle appartient exclusivement au chef de l'État, qui a déjà pris une grâce présidentielle pour M. Gbagbo Laurent et d'autres personnes. C'est parce qu'il leur faut une amnistie. Et cette amnistie-là, c'est lui seul qui en a le pouvoir. Il apprécie de le faire ou pas. Vous l'appelez de vos voeux? Écoutez, nous soutenons fortement les revendications de cette opposition-là, qui veut que cette élection soit inclusive, que tous ceux qui ont été d'une manière ou d'une autre écartés soient réintégrés politiquement et qu'on aille enfin solder les comptes de toute cette bataille de 90 qui finit en 2025. Il n'y a pas que ces personnes. Le PDCI et le PPACI auraient la possibilité de présenter un candidat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils devraient le faire, quoi qu'il en soit? Oui, mais est-ce que les années précédentes, les autres qui avaient été exclus avaient présenté d'autres candidats?
Pourquoi ce qui n'a pas été fait pour les autres, on voudrait que ce soit fait pour ceux-là? Non, chacun a le droit de vous dire que c'est notre candidat, c'est lui que nous voulons. Et donc, de ce point de vue-là, nous comprenons leur position. Parce qu'ils ont le sentiment d'être victimes d'une injustice, d'une instrumentalisation. C'est leur sentiment à eux. Et donc, nous comprenons cela. Et par conséquent, nous disons que ce qui doit être fait pour préserver la paix doit être fait pour que nous allions à une élection où le 27 octobre, on pourrait aller au travail, on pourrait aller à l'école, le pays pourrait continuer à vivre, que de vivre encore 6 mois d'anxiété. Comment est-ce que vous appréciez justement, parlant de 6 mois d'anxiété, la tournure que prend le débat politique? C'est-à-dire quand même que la tension devient palpable, Ouais. les menaces commencent à être prononcées. Ouais. Je reviens pas sur les propos d'estrade de Monsieur Gbagbo qui disait ils veulent la bagarre, ils auront la bagarre. Est-ce que tout cela est pas un peu inquiétant? Oui, mais vous citez M. Gbagbo, mais c'est même pas le seul qui parle. Non, ce Voilà. n'est qu'un exemple. C'est toute la classe politique classique qui se réinstalle dans ce qu'elle sait faire le plus. Créer l'anxiété, créer la peur, mettre des Ivoiriens dans une position de fuite. Et donc, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. L'atmosphère est complètement empoisonnée déjà par ces questions qui sont évoquées. Et donc, vous allez voir que si des candidats comme nous, qui sommes un peu en dehors des machines classiques, nous ne portons pas un discours programmatique pour amener les choses un peu à l'endroit, vous allez voir qu'on va passer 4 mois, en effet, que des petites phrases et à s'insulter, où il n'y aura pas de débat de fond sur les problèmes des Ivoiriens. C'est à ça qu'on veut nous envoyer. Et c'est un jeu auquel ils nous ont habitués et qui chaque fois a réussi à mettre des Ivoiriens dans cette situation-là. Cette fois-ci-là, on va regarder les choses avec d'autres discours. Vous me tendez la perche en parlant du discours programmatique. On arrive à la fin de cette première partie. On va y venir juste après. J'ai une dernière question un peu sur l'ambiance politique. Est-ce que le rapprochement qu'on a constaté entre le PDCI, RDA et le PPACI très récemment, est-ce que vous avez l'impression que l'on se dirige vers un boycottage de cette élection présidentielle par les partis de l'opposition? Je voudrais répondre à cette question par j'allais dire par des propos du président Gbagbo Laurent, qui a dit il y a à peine 1 an qu'il n'y aura pas de boycott encore en 2025. Qui reconnaît que tout ce qui a été fait avant 2025, avec les boycotts que son parti a organisés, c'était une erreur. Et que cette fois-ci, il n'y aura pas de boycott. D'ailleurs, tous les soldats sur le terrain disent qu'il n'y aura pas de boycott. Et je suis d'accord avec ça. Il ne doit pas avoir de boycott. Il faut qu'il y ait une élection et que les gens y participent, quels que soient les candidats qui sont devant. Il faut que les gens s'organisent, trouvent de l'imagination et aillent aux élections pour que chacun dise ce qu'il est capable de faire pour le pays. Comme je le disais juste avant, on va aborder la question de votre programme. Vous êtes le candidat à ce jour qui a formulé le plus de propositions. Est-ce que vous pensez que c'est sur le fond que peut se gagner cette élection d'octobre 2025? Ah oui, nous sommes convaincus que c'est sur le fond des propositions que cette élection va être gagnée. Et qu'il faut maintenant ramener tout le monde à écouter ce dont chaque candidat est capable, ce qu'il propose pour régler les problèmes des Ivoiriens. Et donc, c'est pour ça que nous sommes les premiers pratiquement à évoquer chaque jour des pans de notre programme que l'on va examiner, en effet. Vous vous êtes justement distingué par une proposition forte, qui est le gel de la vente des terres pendant 3 ans pour engager un audit. Alors, beaucoup de questions déjà pratiques se posent et découlent de cette proposition. D'abord, pourquoi vous attaquez-vous en priorité à cette question du foncier? Parce que ceux qui ont une certaine capacité d'observation de ce qui se passe sur le terrain peuvent conclure tout de suite que la prochaine bombe sociale qui va exploser en Côte d'Ivoire, c'est le foncier. Aller dans les zones rurales, que ce soit au nord du pays, que ce soit à l'ouest, que ce soit au centre, la pression sur les terres est devenue absolument insupportable. Pression, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais pression, c'est la rareté des terres. Les terres sont bradées. Et c'est pas des milliers d'hectares qui sont bradés dans un contexte juridique absolument fou. Vous savez que la Constitution ivoirienne interdit que les non-nationaux n'aient pas accès aux terres rurales. Mais je peux vous garantir que il y a même plus de terres rurales. Il y a des familles entières qui vivent sur moins d'un hectare aujourd'hui. Tout le monde le sait. Au niveau urbain, le désordre est pratiquement républicain, entre guillemets. C'est un sport national, ce désordre qui a cours actuellement dans notre pays. Et donc, pour nous, c'est des questions fondamentales qu'il va falloir traiter avec donc vous dites, courage. On gèle toutes les transactions, toutes les ventes et on fait un audit. On gèle toutes les ventes sur les terres non encore immatriculées. Alors justement, ça concerne quelle terre? Ça concerne les zones rurales ou
Et ou les zones urbaines. À la fois les zones rurales et les zones urbaines. Mais dans les zones urbaines, elles sont immatriculées. Non, toutes les terres ne sont pas immatriculées dans les zones urbaines. Ouais. Moi, je mets des terres salées, il y a des pans entiers de mon territoire qui sont dans la zone urbaine, qui ne sont pas encore immatriculés. Donc, vous gelez les zones, des terres, quelle que soit la zone, non immatriculées. Non immatriculées. D'accord. Et faire en sorte que l'État se donne les moyens, de façon massive, d'immatriculer dans ce laps de temps-là toutes les terres non encore immatriculées. Concrètement, ça veut dire que tout est bloqué pendant 3 ans, aucune vente. Oui, aucune vente. Mais ça veut dire quoi, immatriculer? Ça veut dire donner un numéro d'identité à chaque terre, chaque parcelle non encore mise en valeur. Et donc cet audit, il va servir à quoi? Non, l'audit, ça c'est le gel. Mais l'audit, c'est le gel, tout ce qui a été fait. Un audit. Voilà. Le gel, c'est pour faire immatriculer. Ouais. Et puis l'audit, c'est de faire le point de tout ce qui a été fait. Ouais. Aujourd'hui, vous savez que 60% des conflits, des contentieux au tribunal, dans nos tribunaux, sont liés au conflit foncier. 60%. Le ministre de la Constitution qu'on a reçu récemment à l'Assemblée nationale a reconnu que ce sont des milliers de conflits fonciers que nous avons en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un État sérieux peut avancer sans prendre le soin de régler ces questions foncières avant de partir en avant? Donc, nous pensons qu'il faut geler, faire l'audit. Et l'audit comprend le ministère de la Constitution lui-même, qui, pour nous, est au cœur du dispositif de fraude. C'est vrai, il y a des chefferies, on va revenir sur il y a des chefferies, il y a tout ce que vous voulez, mais le ministère, en tant qu'entité étatique, est au cœur de tout ce qui a été fait depuis ces 30 dernières années. On va reparler du ministère, mais est-ce que vous pensez que cette proposition, qui paraît une idée que vous mettez sur la table, soit véritablement praticable sur le plan juridique et sur le plan social? Oui, mais il n'y a aucune règle dans l'espace humain qui empêche un État de marquer un arrêt, de gérer. Si moi je suis propriétaire, que j'ai besoin d'argent, que j'ai envie de vendre mes terres, pourquoi je ne les vendrai pas? Oui, mais vous portez atteinte à mon droit de propriété. Quand vous vendez vos terres non immatriculées et que ça crée le désordre juridique dans le pays, qui gère les conséquences? C'est l'État. Voilà. L'État a toutes les dispositions légales pour pouvoir régler ces questions-là. Et nous allons le faire. Ça a été fait ailleurs. Et donc, nous allons le faire en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une question fondamentale. Nous ne pouvons pas avoir de stabilité dans ce pays si nous ne réglons pas la question foncière. Autre question. Vous savez très bien que le marché foncier, c'est un moteur de l'économie ivoirienne. C'est 8% du PIB. Ça fait rentrer des rentrées fiscales à l'État. C'est un pan entier de l'économie que vous allez Mais est-ce que vous savez que la réforme que nous allons faire va permettre à l'État d'avoir plus que 8% de PIB par rapport au foncier? Est-ce que vous savez que c'est moins de 70% des montants des terres vendues qui sont déclarés aux impôts? Est-ce que vous connaissez la spéculation qui a cours entre les notaires et les vendeurs? Moi, j'ai enquêté pendant 14 ans sur ce domaine-là. Vous savez qu'une terre qui coûte 1 milliard, vous savez qu'aux impôts, on déclare à peine 400 millions. Et que l'État paie des milliards parce qu'on n'a aucune visibilité. Mais comment vous allez faire pour que le milliard entier soit déclaré? Mais justement, parce qu'une fois que l'audit a été fait, une fois que toutes les terres non immatriculées ont été immatriculées, et que chaque terre a un identifiant unique, et que rien ne pourrait être acheté sans passer par un système informatisé, vous ne pouvez plus jamais vendre sous-vendre les terres et les déclarer autrement devant les impôts. C'est ça que nous voulons faire. Donc, ce système, ça a commencé depuis 2017 avec le soutien de l'Union européenne pour créer la traçabilité sur toutes les initiatives immobilières qui ont cours en Côte d'Ivoire. C'est ça que nous allons faire. Et je peux vous garantir que cela va multiplier par 2. Actuellement, c'est 600 milliards autour de transactions foncières en Côte d'Ivoire. Mais avec cette réforme-là, c'est autour de 1800 milliards que nous allons engranger dans ce pays. Pourquoi est-ce que vous avez ajouté l'idée que l'on peut qualifier d'un peu populiste quand même, de la terre qui devrait rester exclusivement aux Ivoiriens? Je vais vous rappeler que récemment, le mardi dernier à l'Assemblée nationale, le ministre de la Constitution a reconnu qu'effectivement, la spéculation dans notre pays, créé par les non-nationaux. Il a reconnu, les images sont là, la vidéo est en ligne. Un député a posé la question de savoir pourquoi est-ce que les terres ivoiriennes sont majoritairement achetées par les non-nationaux. Le ministre a reconnu qu'effectivement c'est un problème et que peut-être une solution politique va être prise dans les jours qui arrivent, sans être rentré dans les détails. Et cette solution politique, c'est quoi? Ça peut être quoi? C'est de restreindre l'accès. C'est de restreindre l'accès aux étrangers? Aux non-nationaux. À tout type de terre ou aux terres agricoles? À la fois aux terres agricoles et aux terres urbaines. Nous allons le faire. Mais pourquoi? Mais parce qu'il faut que la terre, il reste une terre pour les Ivoiriens qui arrivent. Attends,
faut pas construire un pays Mais vous êtes, sans vous projeter dans vous l'avenir. êtes en train de dire que La terre est une denrée qui finit. mais la grande majorité des terres, des biens, des machins immobiliers Vous sont savez- quand même aux Vous Ivoiriens, savez, non? j'ai participé Ou à bien une formation au Kenya, financée par les Nations Unies, Uh-huh. sur la gestion durable des terres. Vous savez que les Nations Unies considèrent que les prochaines guerres dans ce monde vont être les questions de terre. Et donc, tout dirigeant consciencieux doit anticiper tout cela. Vous ne pouvez pas laisser une telle prédation sur vos terres pour que les générations futures n'aient pas accès aux terres. Nous allons agir dessus. Pour nous, c'est un marqueur essentiel de notre gouvernance si demain nous avons le pouvoir d'État. On ne va pas arrêter les achats de terrain. Le ministre m'a pris un exemple qui nous a fait un peu rigoler. Il a dit que les Ivoiriens proposent 10 millions pour acheter une terre à Abidjan. Et puis, les non-nationaux arrivent et proposent 30 millions. Donc, automatiquement, l'Ivoirien est exclu du processus et le non-national a accès à la terre. Donc, ça crée l'inflation. Cette inflation qui met les Ivoiriens en dehors de la possibilité d'avoir la terre dans leur propre pays. C'est la question qu'il faut régler. Vous indexez le ministère de la Construction. Il y a eu quand même un certain nombre de réformes assez structurelles au sein de ce ministère. La digitalisation, l'accélération de toutes les procédures, y compris des ACD, le document unique pour les chefferies. Bon, tout ça, ce sont des choses qui ont été mises en place, on va dire, assez récemment, dans les quelques années. Donc, on n'a pas encore expérimenté l'efficacité d'ailleurs. Mais on peut aussi laisser la chance à ces réformes de se mettre en place. La digitalisation. Non, mais on ne veut pas combattre les réformes qui ont été mises en place. Non, mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que cet ensemble de réformes est à même d'assainir quand même le secteur en large partie? Non, les réformes qui ont été faites sont positives. Nous ne sommes pas contre ces réformes-là. Ouais. Il faut aller au-delà. Et c'est quoi le au-delà? Mais l'au-delà, c'est ce que nous avons dit. Faire l'audit. Parce que vous ne pouvez pas superposer les réformes sans traiter en profondeur les questions. Vous voyez, on parle de milliers de conflits. Aujourd'hui, avec la digitalisation, ça devient un peu compliqué de vendre 3 fois le même terrain quand même. Oui, mais c'est pas encore complet. Pardon? Ce n'est pas encore total. Oui, mais ça se met en place. Ça se met en place. Vous n'allez pas arriver avec une baguette magique en disant c'est la digitalisation demain matin. Non, je vous explique. C'est un processus. Je vous explique. Vous savez, tous ceux qui ont perdu les terres en complicité avec des agents publics doivent les retrouver. L'audit sert à cela. Tous ceux qui ont perdu les terres... c'est plutôt les agents publics qu'il faut essayer de... Oui, mais c'est le ministère de la Construction. Justement, vous ne pouvez pas faire des réformes institutionnelles pour soi-disant traiter les questions qui sont là actuellement, sans revenir en arrière pour régler les problèmes de fond qui ont été créés par les mêmes institutions. Pour nous, c'est ça le cœur du problème. Tous ceux qui estiment avoir été expropriés de façon illégale, y compris avec la complicité de nos institutions, doivent pouvoir revenir avec les documents pour qu'on regarde en profondeur leur affaire. Vous voyez, quand quelqu'un est victime de faux dans le foncier, le ministère lui conseille d'aller au niveau du Conseil d'État pour aller se pourvoir et avoir droit à une décision. Mais le Conseil d'État rend la décision au minimum entre 3 et 10 ans. Pendant ce laps de temps-là, le foncier a déjà revendu votre terrain, l'autre acquéreur a déjà conçu dessus, et in fine, comme vous avez la décision, vous ne pouvez plus venir raser sans l'appareil d'État, la maison qui a été bâtie dessus. Si vous ne mettez pas une législation en place qui permet de faire en sorte que le faux ne crée jamais de droit dans ce pays, vous n'avez pas réglé en fond le problème. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut créer un tribunal spécial de l'immobilier et du foncier en Côte d'Ivoire, avec des magistrats formés à ce fait-là, qui peuvent rendre des décisions dans un laps de temps très court pour freiner tout ce qui est manœuvre. Cette série de propositions que vous faites autour du foncier, elle a le mérite d'exister, oui, elle a ses contradicteurs, elle a ses détracteurs qui estiment que c'est l'archétype de la fausse bonne idée. Vous en attendez quoi de cette série de propositions? Mais j'en attends la tranquillité pour les Ivoiriens. J'en attends la sécurité foncière pour les Ivoiriens. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a des villages entiers qui sont déguerpis par des gens qui sont assis à Abidjan, qui ont pu avoir des décisions de justice sans que les propriétaires terriens ne soient informés. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des forêts classées entières qui ont été déclassées, morcelées et vendues à des opérateurs sans que notre système judiciaire ne soit informé? Si vous ne faites pas le point de tout ça, eh bien, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, cela nous rattrapera. Il faut le régler maintenant. Et avec des mesures très fortes pour choquer les esprits afin qu'on passe devant.
Alors, autre domaine, votre deuxième grand axe, c'est la lutte contre la corruption. On a essayé beaucoup de choses pour l'endiguer, sans vraiment y parvenir. Est-ce que c'est pas finalement un phénomène qu'on peut qualifier d'endémique, de définitivement, j'allais dire, incrusté dans la société, et qu'il est impossible d'éradiquer véritablement? La corruption ne devient endémique, ne s'incruste presque définitivement que quand il n'y a pas de volonté politique. Vous voyez, notre gouvernement actuel a fait des réformes. On a créé par exemple la haute autorité de la bonne gouvernance. On a créé récemment le pôle pénal financier. On a même l'inspection générale d'État. Donc ça, ce sont des institutions qui vont dans, ce sont des institutions qui vont dans le sens. Mais ça va dans le sens des réformes législatives. Oui, après, il faut passer à la deuxième phase. C'est quoi? Qui est la sanction. Qui est la lutte contre l'impunité. Donc ça vous paraît manquer encore? Ça nous paraît manquer absolument. Depuis 15 ans, Donc si je vous demande qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la corruption, vous dites les institutions sont posées, oui. Il faut maintenant sanctionner. Il faut maintenant sanctionner. C'est ça votre... Il faut sanctionner. Il faut maintenant passer à la sanction. Il faut mettre fin à l'impunité. Vous voyez la haute autorité de la bonne gouvernance qui demande aux acteurs soumis ou assujettis à la déclaration du patrimoine de faire leur déclaration. Vous savez combien de hauts cadres de ce pays traînent les pieds pour déclarer leurs biens? Au point où l'autorité est obligée de faire des communiqués de menaces. Mais ça devait être systématique parce qu'il y a des sanctions. Écoutez, moi j'ai déclaré mes biens en tant que député, en tant que maire, mais c'est fait sous confidentialité. Où est la transparence? Pourquoi le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas accès aux déclarations du patrimoine? Mais en France, quand on déclare le patrimoine, ça est sur un site internet. Tout le monde y a accès. Pourquoi en Côte d'Ivoire, les déclarations du patrimoine sont confidentielles? Comment on peut faire la crédibilité? Parce que par derrière, ça peut être même manipulé politiquement. Donc vous voulez rendre ça public? Non, absolument transparent, absolument public. Vous déclarez vos patrimoines, vous servez l'État, tout vos patrimoines doit être sur la place publique. Ou alors, vous n'acceptez pas la fonction qu'on vous propose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, voici ce qu'on appelle le contrôle in situ, qui est un contrôle légal, fiscal, qui existe en Côte d'Ivoire. Il n'est pas mis en œuvre, le contrôle in situ, qui permet aux agents de l'État de débarquer dans les quartiers, de regarder tel immeuble de R+8 ou bien R+10, de retrouver le propriétaire et de comprendre comment il a réalisé cela. D'où viennent les ressources qui ont servi à faire cela? Est-ce qu'il paye ses impôts correctement? Ce contrôle-là, sur l'Institut, l'État va multiplier par 2 ses impôts. Donc, il y a des choses, il y a des niches qui sont encore disponibles qu'il faut régler. Prenez par exemple la question de véhicules qui roulent sur nos routes. On a environ 1 500 000 à 2 millions de véhicules dans notre patrimoine, le parc immobilier, de véhicules en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais est-ce que vous savez que sur les près de 2 millions de voitures qui roulent en Côte d'Ivoire, moins de 30% ont une visite technique? Moins de 30%. Et ça, c'est une commission d'enquête du Parlement de Côte d'Ivoire qui l'a révélé il n'y a même pas encore 2 ans. Ce qui pose des problèmes de sécurité routière. Des problèmes de sécurité routière, mais non seulement de ça, mais de bêtes d'argent pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est entre 100 et 150 milliards que l'État paie par an de ce fait-là. Mais ces voitures, elles roulent, hein. Elles sont sur nos routes. Oui, mais attendez, quand vous vous faites contrôler par un policier sur le bord de la route, la première chose qu'il contrôle, c'est la visite technique. Oui, mais la voiture n'a pas ça, mais elle roule quand même. Comment c'est possible? Comment un véhicule qui n'a pas de visite technique peut être en circulation? Oui, mais s'il constate qu'il n'y a pas de visite technique, il vous bloque la bagnole. Non, il ne bloque pas. C'est traité. Il y a une transaction. Voilà. Ces véhicules roulent. Et donc, ça veut dire que la corruption a pris des dimensions tellement fortes dans ce pays qu'il faut maintenant prendre des mesures radicales pour agir. Et nous sommes à ADCI dans la volonté d'aller même chercher ceux qui sont sur le lit d'hôpital pour venir justifier ce qu'ils ont fait avec l'argent public qu'ils ont géré à un moment donné. Parce que si on ne choque pas ça, vous savez, dans notre programme, on a érigé la corruption au rang d'ennemi du peuple. Ennemi du peuple. Par conséquent, une politique va lui être appliquée de sorte que ceux qui sont ennemis du peuple n'agissent pas contre les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. Alors, il y a un autre grand domaine dans lequel j'aimerais vous entendre réagir, parce que ça fait partie des propositions déjà qui sont sorties. C'est le système scolaire que vous voulez profondément réformer. Quels sont les constats qui sont à la base de ces propositions sur l'école? Pourquoi vous voulez pratiquer des réformes en profondeur? Vous savez, moi, je donne des cours. Je suis l'un des rares élus en Côte d'Ivoire qui donne des cours à des enfants de sa commune depuis 2016. Moi, je prends les enfants de terminale et de 3e.
que je Vous êtes prof? je suis pas professeur, j'allais dire en tant que métier, mais je donne des cours à mes enfants pour comprendre un peu leur niveau scolaire, leur capacité à parler en public, leur niveau de langage, leur capacité à raisonner, et ça, je le fais. Et aujourd'hui, j'ai près de 4 bataillons d'étudiants à l'université qui sont passés entre mes mains à Salé. Et donc? Mais le constat que je fais, c'est que mes enfants de ma commune sont en terminale, mais pour la plupart ont un niveau scolaire qui correspond à la classe de 3e. Est-ce que vous pensez que on peut construire un État développé avec un tel système scolaire? Vous savez qu'il y a des enfants qui sont en sixième aujourd'hui, et ça c'est un rapport officiel du PASSEC qui le dit, qui sont en sixième, qui sont à 60% dans l'impossibilité de savoir lire et calculer correctement dans notre système éducatif ivoirien. Donc, quelle réforme vous voulez engager d'abord dans le système public et aussi, vous dites, dans le système privé pour réduire la dépendance de l'État au secteur privé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça? D'abord, il faut construire une conscience pour cette éducation, ce système éducatif-là. Pourquoi on met nos enfants à l'école dans ce pays? C'est pour faire quoi? Pourquoi on met nos enfants à l'école? C'est quoi l'objectif? Quel est le modèle de développement que nous voulons construire et quelles sont les ressources humaines que nous formons pour atteindre cet objectif-là? C'est quoi? Il n'y en a pas. Je vais vous donner un exemple qui est concret. J'ai rencontré le ministre de l'enseignement supérieur il n'y a même pas quoi 3 semaines. On a eu un échange comme ça, de face à face. Et le ministre m'a fait cet aveu-là, qu'en 2024, il a voulu recruter 34 enseignants en mathématiques pour les universités de Côte d'Ivoire. Recrutement direct. Il n'en a eu que 4. Parce qu'il n'avait pas le niveau? Non, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En physique, il n'y a eu que 7 sur 37. Et vous savez que récemment, le professeur Salih Touré, qui est l'une des éminences grises en matière scientifique en Côte d'Ivoire, a tiré la sonnette d'alarme en disant que dans 5-10 ans maximum, la Côte d'Ivoire n'aura plus d'ingénieurs, ni de profs de maths. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui font la 6e? Alors, mais ça, c'est dû à quoi? Mais c'est une volonté politique. Non, on n'a pas décidé qu'on n'aurait plus Non, je vous explique. De professeurs de maths ou de scientifiques, en fait. Non, attendez. Allez au Canada, allez en Suisse, allez en France. Vous allez découvrir que la plupart des Africains qui sont là-bas, qui enseignent ces matières-là, viennent de nos pays africains. Viennent de la Côte d'Ivoire. Mais alors, attirez-les? Mais justement, c'est la volonté politique. Comment vous faites pour former des scientifiques et les maintenir ici? Est-ce que vous savez que le ministre m'a dit aussi, je vous le dis, que de 2015 à 2024, la Côte d'Ivoire a envoyé pratiquement 54 étudiants à Polytechnique en France, qui les a formés. Et que sur les 54, c'est un seul qui est revenu au pays. C'est qu'il y a du talent. Un seul, il y a du talent, mais pourquoi ils ne reviennent pas au pays? Pourquoi? Pourquoi notre pays se donne le luxe de se passer de ces matières grises? Mais alors pourquoi? Mais parce qu'il faut une volonté politique de construire leur retour. Est-ce que vous ne pensez pas que la loi d'obligation... Non mais j'ai fini sur l'éducation. Allez-y. Sur l'éducation par exemple. Non mais c'est une Est-ce que vous savez que le recrutement des enfants, des enseignants est fait de telle sorte que l'État ne dépend pas de l'argent? Le niveau 3e qu'on prend pour l'enseigner, il correspond à quelle réalité? Il ne correspond à aucune réalité. Moi, je suis membre de ce qu'on appelle la task force sur les COGES, le comité de gestion de l'éducation. On a fait des séminaires à Bassam, à Jacquesville, où des responsables de l'éducation scolaire ivoirienne ont dit qu'ils reconnaissent que le niveau même de l'enseignement par rapport aux apprenants et aux enseignants a baissé considérablement. Donc, il y a besoin d'augmenter le niveau des profs. Oui. Il y a besoin d'augmenter le niveau des élèves. Oui. Vous faites quoi? Mais c'est ce que j'ai dit. Ouais. On ne recrutera plus d'enseignants niveau 3e. Minimum bac, minimum licence. C'est déjà un marqueur qu'on élève. Deuxième chose, faire en sorte que l'État construise des bâtiments suffisamment pour que nos enfants n'aillent pas tous au privé. Mais regardez dans quelles conditions l'enseignement privé est organisé. Les enseignants dans le privé, ils sont recrutés sur quels critères? Ils ne sont même pas payés, même au SMIC. Quel rendement pouvez-vous attendre alors que 70% de nos enfants sont entre leurs mains? Voilà des questions qu'il faut traiter en profondeur. Nous avons écrit un projet. Est-ce que vous savez qu'au Canada, c'est un jeune Ivoirien qui a eu le prix d'excellence en matière de réforme dans l'éducation au Canada en 2024. Ce jeune Ivoirien-là, il est le représentant ADCI au Canada. Nous avons écrit une réforme du système éducatif ivoirien qui va redéfinir pour faire en sorte que l'éducation soit la priorité de notre système. Pour faire en sorte que nous formions des gens qui sont outillés pour aller travailler
et non sortir avec une clé en main pour aller chômer. Nous avons 400 000 diplômés qui sortent chaque année de nos écoles en Côte d'Ivoire. L'État, tout concours confondu, ne peut en recruter que 15 000. Tout le reste est sur le carreau. Avec une formation totalement en inadéquation avec le marché du travail. Moi, j'ai lancé... Ça, c'est un chantier, l'adéquation. Mais c'est un chantier. C'est un immense chantier. La mise en adéquation. Il faut mettre en adéquation. Il faut former les gens. Qui a commencé, on peut le connaître. Ça a commencé, mais après combien de temps perdu? Après combien de temps perdu? Donc, il faut revenir à ces fondamentaux-là. Il faut donner une véritable colonne vertébrale à notre système éducatif avec des enfants qui sortent avec des compétences et qui peuvent aller prétendre travailler. Alors, on avance, on va pas revenir, mais je cite au passage que vous voulez abroger l'article 48 du Code de la nationalité et instaurer la double nationalité. Ça, c'est pour la diaspora. Il y a une proposition qui m'a surprise, c'est l'abrogation du décret de 2018 qui limite l'âge des voitures qui sont importées en Côte d'Ivoire, les véhicules de plus de 5 ans. Pourtant, moi, j'avais compris que ça avait permis de renouveler le parc automobile ivoirien et que ça avait un peu assaini l'air qu'on respire. Ça n'a rien renouvelé du tout. Ça n'a absolument rien renouvelé, non. Moi, je vous parle sur le bas d'un rapport. Moi, je vous commission d'évaluation sur la base de ce qu'on peut constater. Il y a quand même plus de vieilles charrettes, beaucoup moins de vieilles charrettes. Ça permet à ceux qui ont de l'argent d'avoir des voitures, mais aux Ivoiriens moyens de ne pas avoir de voitures. La commission d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a fait une enquête dessus. Voilà les conclusions en 3 lignes. Première chose, ce décret-là a mis à terre tous les Ivoiriens qui étaient dans ce secteur. Oui. Tous nos frères ivoiriens qui faisaient de l'importation de véhicules d'occasion ont mis la clé sous le paillasson. En très mauvais état. Non, pas en très mauvais état. Qui faisaient l'importation de véhicules d'occasion. Ont mis la clé sous le paillasson. En 3 ans, ils ont perdu 46 milliards. C'est net. Dans le même temps, les concessionnaires ont multiplié par 2 leur chiffre d'affaires. Mais on fait la politique pourquoi? Oui, pour qui au juste? Pour les nationaux ou bien pour l'extérieur? Première chose. Deuxième chose, on nous a fait croire que cette décision avait pour vocation de régler les questions environnementales. La Côte d'Ivoire serait un pays pollué. La Côte d'Ivoire ne fait pas partie des pays pollués. Oui. Vous vous souvenez que récemment, le chef de l'État, au cours d'une interview, avait piqué une sorte de colère des journalistes français qui voulaient que les questions de cacao et tout ça détruisent nos terres. Le chef de l'État avait dit pourquoi les Européens veulent nous imposer ce qu'ils ne font pas chez eux. C'est eux qui polluent le monde et c'est à nous qu'on vient imposer ça. Mais cela va en contradiction avec ce décret-là. Donc, notre pays n'est pas pollué. Deuxième chose. Troisième chose. On avance. Troisième chose. Le Parlement a proposé qu'on relève le niveau, enfin, l'âge des véhicules importés. Parce que non seulement on n'a pas renouvelé le parc, mais les véhicules de près de 40 ans continuent de rouler en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a une contradiction de ça. Donc, pour nous, nous allons supprimer purement et simplement ce décret-là. C'est demain, nous avons la Vous dites que vous ne voulez pas critiquer ce qui a été bien fait. Bon, pour l'instant, on n'entend pas trop. Qu'est-ce qui a été bien fait sous la gouvernance de M. Ouattara et que vous saluez ou que vous prenez pour bon? Écoutez, nous pensons qu'en politique, il y a un peu de vertu quand même. Il y a un peu d'honnêteté. Quand même. Quand même. Et donc, nous considérons que depuis une quinzaine d'années, beaucoup d'efforts ont été faits en matière infrastructurelle, en matière de lutte contre la pauvreté, en matière de réforme administrative. Beaucoup de choses positives ont été faites. Mais aujourd'hui, ce qu'il reste à faire, c'est d'aller bien au-delà parce que je sais que le candidat Toby était sur votre plateau ici, a parlé de mettre un peu d'âme dans le béton. Tout à fait. C'est une très belle expression. C'est exactement la même chose. C'est de faire en sorte que les Ivoiriens soient replacés au cœur de la gouvernance. Il y a un sentiment qui est fort dans ce pays-là. Les Ivoiriens ont l'impression d'être à l'étroit dans le pays. Ils ont l'impression que leur pays ne leur appartient plus. Ils ont l'impression que leurs dirigeants ne se préoccupent pas des problèmes qui les concernent. Et que leurs dirigeants sont préoccupés par ce que dit l'extérieur et non par ce que dit l'intérieur. C'est ça que nous envoyons comme dialectique et démarche. Vous êtes maire de Tiasalé depuis 2018 et j'allais dire si cette expérience d'élu de terrain avait une sorte de vertu d'être un laboratoire, qu'est-ce que vous avez fait sur place, sur le plan local, qui vous paraîtrait intéressant de récupérer pour le plan national? Eh bien, écoutez, par exemple, la question des impôts qu'on paye, quelle est la contrepartie que le peuple reçoit? Prenez un pays comme la France, où le taux d'imposition est très fort là-bas, mais vous avez le système social le plus j'allais dire, performant au monde. Vous avez les services publics parmi les plus performants au monde.
Ici, quand on paye l'impôt, quelle est la contrepartie qu'on en reçoit? Même prenons la RTI, par exemple, pour ne pas la citer, où on paye la redevance RTI. Quelle est la contrepartie que le citoyen ivoirien reçoit de payer cette redevance-là? Mais donc concrètement, qu'est-ce que vous avez fait que vous avez envie de dire, tiens, ça c'est quelque chose qui peut fonctionner au niveau du pays? Oui, mais c'est de faire en sorte que les citoyens comprennent pourquoi ils payent l'impôt. Au niveau de quand j'ai fait la réforme de COGES à Tiasalé, les parents cotisaient pour payer de l'argent. Mais quand j'ai fait la réforme et qu'aujourd'hui la mairie joue un rôle social très fort, pratiquement tu as annulé tout ce qui est cotisation sur le territoire de la commune. Mais vous savez que cela a multiplié par 3 les fonds propres de la commune, qui sont passés de 24 millions à 75 millions. Parce que la petite dame qui est au marché, là, qui paye 200 francs par jour, que la mairie encaisse, là, aujourd'hui, elle sait pourquoi elle paye les 200 francs. Parce qu'elle sait maintenant que c'est parce qu'elle paye 200 francs que son fils ne paye plus rien à l'école. Redistribution des richesses. Où on en est en Côte d'Ivoire. On dit, ça aussi, c'est un audit, alors. Mais c'est extrêmement important. La croissance dont on parle là, elle profite à qui au juste? Qui en profite? C'est les Ivoiriens ou bien c'est les opérateurs multinationaux? Donc, c'est des questions de fond que nous voulons traiter. Et j'ai fait des choses locales qui peuvent être déployées au plan national. Je voudrais terminer avec une question plus personnelle, si vous le permettez. On ne se lance pas dans une telle aventure à la légère. Vous étiez un journaliste d'investigation, un peu craint, un peu reconnu pour ses enquêtes, à la tête d'un journal qui aimait bien égratigner les politiques, qui s'appelle L'Éléphant déchaîné. Qui s'appelait ou qui s'appelle? Il s'appelle toujours. Il s'appelle toujours. Il est toujours là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide de passer de l'autre côté? C'est-à-dire, on est observateur, on est critique, on porte le fer là où ça fait mal, et puis après on décide de devenir un acteur, de se faire élire et de briguer la tête de l'État. Oui, tout à fait. Alors, vous le dites bien, que je suis un journaliste d'investigation. Pendant pratiquement 14 ans, j'ai fait de grandes enquêtes dans ce pays. Tu aurais pu permettre à notre pays, si l'État, à travers ses institutions, jouait correctement son rôle, de récupérer des centaines de milliards détournés. Tout ce que nous avons publié est absolument documenté. Je le disais hier, avant-hier à Yopougon, que quand j'ai fait le point des enquêtes que j'ai faites sur la corruption en Côte d'Ivoire, les fonds qui auraient pu être récupérés s'il y avait eu des audits après nos enquêtes, c'est autour de 2000 milliards qu'on aurait pu récupérer. Mais quand vous constatez qu'en prenant tout ce risque pour faire ces enquêtes, et que l'émotion que les révélations créent ne dure que le temps de la lecture, vous êtes frustré. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais aller au Parlement, pour aller avoir une sorte de deuxième corde à mon arc, en tant que journaliste, pour aller porter la voix de ces Ivoiriens-là au Parlement. Mais là-bas également, j'ai été pris dans le taux entre mes rêves et puis la réalité historique. Parce que ce Parlement-là, il fonctionne même pas. Il y a toujours un gap entre les rêves et la réalité. Il y a toujours un gap. Mais voilà. Vous apparaissez comme un homme seul, voire comme un homme solitaire. Les gens vont pas élire une seule personne. Non, mais je suis pas un homme seul. Je suis entouré de beaucoup d'Ivoiriens. J'ai des milliers d'Ivoiriens qui sont derrière Saleh Timoko. Il y a des milliers de cadres qui sont derrière Saleh Timoko. Et des équipes Est-ce que vous savez que quand j'ai demandé... prêtes à reprendre le pays en main. Est-ce que vous savez quand j'ai demandé que des Ivoiriens nous rejoignent pour être candidats aux législatives en 2026, ou bien même en décembre 2025, est-ce que vous savez qu'on a eu pratiquement 2000 personnes qui se sont inscrites, et dont le niveau minimum est Bac plus 4, qui se sont inscrits. Des cadres de haut niveau qui ont rejoint notre mouvement et qui voulaient porter ce combat-là. Et donc, nous ne sommes pas seuls que les gens le croient. Que des Ivoiriens nous confient le pouvoir et ils verront ce qui va se passer. Vous voyez, au Sénégal, c'est un jeune inspecteur des impôts qui est au pouvoir là-bas. Merci. Le pays fonctionne. Hein. Merci. Mais voilà. Merci à vous vraiment d'avoir accordé cet entretien à cette info très intéressant. Je vous souhaite bonne route et évidemment nous aurons l'occasion de nous recroiser car la campagne, on est encore en pré-campagne, donc la campagne va battre son plein. Donc à bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Merci beaucoup.